Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui on part en voyage avec Dominique Toutot. Tu es le maître de chai d'une magnifique maison de cognac qui se nomme De la Main. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui, à la fois autour de ton parcours, de ton métier de gardien du temps et des eaux vies de La Main. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter la maison De la Main en quelques mots ? Alors, la maison De la Main, c'est une maison artisanale. C'est actuellement 16 personnes, donc c'est une toute petite structure, mais extrêmement spécialisée. Les De la Main ont toujours été des gens très spécialisés, très pointus, très curieux. Et donc, on a perpétré comme ça, durant 2 siècles maintenant, bientôt 2 siècles, ces habitudes d'excellence. Peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux ? Et puis, quelle a été ta première rencontre avec un cognac ? Alors moi, mon parcours est très atypique. Je suis arrivé un peu par hasard chez De la Main pour un job d'été ou de fin d'été. C'était la sortie de mes études. Et donc, je suis arrivé là-bas pour quelques mois. J'y suis resté à ce jour 42 ans et demi. Donc, c'était vraiment une rencontre avec une maison, avec des odeurs surtout. Et puis avec des hommes, notamment Alain Brachtat De la Main, qui m'a fait confiance assez rapidement, qui m'a formé à la dégustation. Et puis voilà, je suis devenu maître de chai en 1993, donc c'est il y a quelques années maintenant. Et en quoi consiste alors ton métier de maître de chai chez De la Main ? Alors le maître de chai, c'est le gardien de la qualité, le gardien du style. Parce qu'il faut imaginer qu'une maison comme De la Main, elle a créé un style. Alors son style moderne, c'est 1920 avec l'arrivée du Palandrai, Robert et Jacques De la Main qui créent un goût. Ils ne savent pas comment le nommer, donc ils le décrivent. Pale, peu coloré parce que peu boisé, dry sec, sans ajout de mélasse, de sucre à l'époque. Ils avaient créé le Palandrai. Donc ils ont commencé à creuser un sillon, puis les uns après les autres, les maîtres de chai, les dirigeants de cette entreprise ont continué à creuser ce sillon, pas trop large, pour rester toujours dans ce même style De la Main. Donc un style élégant, subtil. D'accord. Et au quotidien, comment se déroule et s'organise une journée d'un maître de chai chez De la Main ? Alors en fait, dans une maison comme De la Main, le maître de chai, il est polyvalent aussi. Il est en même temps technicien sur le bâti. Alors ça fait peut-être pas rêver, mais c'est nécessaire. Et surtout, il a en charge tout le vieillissement des eaux de vie, donc la sélection des eaux de vie. Il a en charge les mises en bouteille, pas que. Il a aussi en charge le vignoble à ce jour. Donc une journée, elle est pas réellement écrite. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on doit déguster, c'est entre 10h30 et midi. Ça, c'est le moment de dégustation. C'est là que les papilles sont le mieux aptes à pouvoir déceler les différents arômes. Il faut savoir que professionnellement, chez De la Main, on travaille uniquement avec notre nez comme des parfumeurs. Donc il faut vraiment être complètement réveillé, je vais dire, que ces papilles soient bien en éveil, et c'est le meilleur moment, c'est entre 10h30 et midi. Pour le reste, eh bien, il faut imaginer les assemblages, imaginer le vieillissement, sélectionner des eaux de vie pour les mettre en vieillissement. Enfin, c'est assez complexe et à la fois assez simple, puisque on est formé ou formaté à faire ce métier-là. Et comment est-ce qu'on imagine un assemblage ? Parce que je dirais que du point de vue de l'amateur et du consommateur, c'est assez simple, mais... On est tous très différents.
on a chacun nos fonctionnements, on a chacun une identité, une personnalité, et à travers cette personnalité, on va travailler différemment. En ce qui me concerne, j'imagine mes assemblages. Alors c'est sûrement possible parce que nous sommes une petite maison artisanale. On n'a pas des productions de millions de bouteilles, hein, c'est vraiment... ce sont des petites productions. Je connais le maître de chèvre de la main, il doit connaître par cœur tous ses stocks. Et à partir de là, eh bien on imagine, moi j'imagine des assemblages, des mélanges, et j'imagine le résultat avant même de les avoir assemblés. D'autres vont travailler sur échantillonnage. Moi j'essaie de les imaginer en avance. On échantillonne ensuite, voir comment ça se passe, mais généralement ça se passe plutôt bien. Voilà. Et il y a une facette de ce métier de maître de chai que tu affectionnes tout particulièrement? Oui, la dégustation forcément, mais je pense que la facette que j'affectionne le plus dans ce métier-là, c'est lorsque je vois l'émotion des consommateurs je leur présente des nouveaux produits. Et là, voir pleurer d'émotion certains dégustateurs, oui, c'est pour le coup une vraie émotion aussi pour moi, quoi. Pour revenir un peu sur la maison de la main, il y a un élément, je trouve, très intéressant auquel on ne pense pas forcément, c'est que vous ne distillez pas. Vous sélectionnez des eaux de vie que vous faites ensuite vieillir dans vos chais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce fonctionnement? Alors, depuis 1920 environ, de la main n'avait plus de vignoble, donc plus de distillerie, et était plutôt un sélectionneur, donc sélectionner les meilleures eaux de vie de la Grande Champagne, puisque de la main depuis 1920 ne travaille que les champagnes. Pas de distillerie pour un meilleur choix. Et puis surtout pas de vignoble, pas d'exploitation de vignoble jusqu'en 2019. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce qu'on remonte une distillerie ou est-ce que je confie ce travail à un distillateur? Et j'ai décidé de confier ce travail à un distillateur de profession, donc mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que les vins de la main vont être distillés en tout début de campagne, c'est-à-dire entre le 25 octobre et le 11 novembre. On va consacrer 5 chaudières, donc ce distillateur nous confie 5 chaudières. Et puis on distille nos vins très très vite. On les distille lorsqu'ils sont très frais, ce qui va nous permettre de distiller des lits qui sont très très propres et d'extraire le meilleur, ou en tout cas le plus de fruits possible dans nos eaux de vie. Donc c'est un vrai choix qualitatif de ne pas posséder de chaudière actuellement. Peut-être que demain on reverra si plus de vignobles ou autre, mais avec un vignoble de 22 hectares comme nous possédons actuellement, je trouve que qualitativement il est vraiment plus sain de faire comme nous faisons actuellement. Et donc une fois que ces eaux de vie sont distillées, elles rejoignent le chai. Et à ce moment-là, comment est-ce que on veille, je dirais, au vieillissement de ces eaux de vie? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers dans le chai où les fûts vont être stockés? Est-ce qu'il y a un transfert qui est fait? Comment est-ce que on amène une eau de vie qui sort de l'alambic à maturité et qu'on l'amène sur un profil aromatique intéressant? Alors déjà, nous avons un rapport au bois, donc au chêne, qui est très particulier. Tout à l'heure, je vous parlais de Palendraille, perle, peu coloré parce que peu boisé. Nous n'aimons pas l'amertume tannique, c'est-à-dire que nos eaux de vie, nous voulons que nos eaux de vie s'expriment à travers le bois, mais surtout pas que le bois s'exprime à travers nos eaux de vie. Donc c'est un bois. Nous faisons en sorte de gérer justement les apports de bois. Alors il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est d'utiliser des fûts roux, ce qu'on appelle, sont des fûts qui ont déjà vieilli des cognacs, mais pour d'autres maisons, ces fûts roux arrivent chez nous et vont donner le meilleur de leur tanin, mais pas de tanin amer. Donc déjà, cette amertume n'étant pas présente, il va falloir qu'on trouve un substitut pour faire vieillir nos cognacs. Et ce sera l'identité des murs, c'est-à-dire qu'on a tout un cheminement. On commence dans un chai en bord de Charente, au milieu des maïs,
Et puis comme ça, on passera nos eaux de vie de chai en chai pour arriver jusqu'à la destination finale. Alors qui peut être le Pale and Dry pour des eaux de vie, on va dire vieilles, mais pas trop, jusqu'à des eaux de vie au maximum de leur vieillissement, toujours dans ces vieux fûts. Et donc c'est comme ça que Delamain construit son style, un style dont le bois n'est pas la priorité. On peut lire dans la description de la maison Delamain que pour aboutir à l'excellence, la maison maîtrise un ingrédient essentiel et oublié, le temps. En quoi le temps, justement, joue un rôle central dans l'élaboration d'un grand cognac ? Bien, à partir du moment où vous utilisez des bois roux, des fûts roux, vous allez devoir multiplier le temps, puisque la transformation du cognac, elle sera plus lente, forcément. Elle se fera avec les ingrédients de la vie, hein. Donc les changements de température, la chaleur, les températures très basses d'hiver, les changements d'hygrométrie, les courants d'air, la lumière. Toutes ces choses à travers le fût vont apporter la subtilité au cognac Delamain. Mêler à ça des lieux de stockage qui vont être différents, des chais différents, donc ce qu'on appelle l'identité des murs. Et cette identité des murs, eh bien, elle va nous apporter ce que l'on recherche et on va guider le vieillissement de nos eaux de vie à travers cette identité des murs, à travers ce cheminement. Il faut retenir deux choses, en fait, l'identité des murs et l'identité du fût, puisque le fût, finalement, il va se créer une mémoire, et la mémoire des eaux de vie qu'il a déjà vieilli, donc à travers ces eaux de vie qui ont déjà été vieillies, dans ces fûts, voilà, on va construire de nouvelles eaux de vie. C'est tout un process qui n'est pas forcément naturel dans notre région, mais que Delamain a choisi. Et donc tout ce process, il conduit à un style Delamain, à une identité forte et reconnaissable. Quels mots on peut mettre pour exprimer ce style Delamain ? Alors moi je dirais finesse, subtilité. Sont déjà de beaux mots qui définissent Delamain. Finesse, élégance, subtilité. Et il y a une autre réflexion que je trouve intéressante, c'est que dans les grandes maisons de spiritueux, on parle souvent du maître de chai comme d'un garant du patrimoine d'une maison, avec par exemple pour mission de perpétuer un style. Toi, tu as tes expériences, tu as tes envies, tu as ta personnalité. Comment est-ce que tout cela s'imbrique dans ton métier de maître de chai ? Est-ce qu'il y a de l'espace pour la créativité ? Et si oui, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer ? Alors, ce que l'on doit respecter avant tout lorsqu'on est maître de chai, c'est le style. Donc, il faut adopter ce style et ensuite on peut travailler. Si on n'adopte pas ce style, il est impossible d'aller créer pour une maison. À travers ce style, eh bien, je dirais que le sillon creusé, il a une bordure gauche, une bordure droite. Et donc, il faut rester dans le sillon, mais parfois, on est amené à aller frôler les limites du sillon et de faire des créations un peu différentes. Pour Delamain, ça s'est aussi traduit depuis quelques années par des collections de cognac qui sont livrées à plus fort TAV, donc à plus fort degré, sans ajout de sucre, sans ajout de couleur. Donc vraiment en allant chercher l'excellence des eaux de vie pour les mettre directement en bouteille. Et notre métier, le métier du maître de chai de Delamain, c'est d'aller chercher le TAV qui soit le plus subtil et qui offre le plus d'arômes, de sucrosité aux consommateurs. Si on parle maintenant, tu as une passerelle de gamme. Aujourd'hui, il y a chez Delamain deux gammes, je dirais, distinctes. D'un côté, il y a une référence emblématique qu'on a un peu évoquée, le Pale and Dry. Et de l'autre, on a Pléiade, qui est une collection de cognacs prestigieux sélectionnés au cœur des chais. Généralement, une maison de cognac, on a souvent des gammes qui sont assez larges avec un VS, un VSOP et un XO. Alors que chez Delamain, on entre dans l'univers de la maison avec une unique référence, qui est le Pale and Dry. Pourquoi ce choix qui est assez fort ? Alors ce choix, ce choix du Pale and Dry, en fait, c'est
C'est justement 1920 lorsque Robert et Jacques créent ce goût. C'est l'acte fondateur du Delamain moderne. Hein. Alors je dis moderne quand on sait que les Delamain travaillaient dans le cognac depuis 1760. Vous voyez, c'est vraiment 1920, c'est le Delamain moderne. Donc à partir de ce Palin Dry, on s'est dit qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Donc le Palin Dry, alors on l'a revu, nous l'avons réinterprété en 2020 pour le centenaire du Palin Dry. On l'a remonté en force alcoolique, donc en degrés, 42%, de manière à ce que nos consommateurs puissent aller interpréter la sucrosité naturelle de ces eaux de vie. Et sur l'autre côté, je dirais, de la gamme, il y a Pléiade. Donc, ce sont des sélections de fûts que vous choisissez d'embouteiller à un moment particulier. Comment est-ce que cette gamme s'articule et comment est-ce que le processus de sélection se fait ? Alors, cette gamme, elle s'articule à travers quelques décennies de vieillissement, mais pas que. L'entrée de gamme de Pléiade, ce sont des eaux de vie qui sont issues du vignoble que nous exploitons. Nous avons l'ADN de ce vignoble sur 50 ans de vieillissement environ. Donc c'est la gamme Rambody. Ensuite, on trouvera des millésimes, assez souvent des millésimes de 30 ou 40 ans. Donc des millésimes certifiés, de manière à ce que on puisse prouver ce bel âge. Et puis derrière, des coups de cœur, des eaux de vie qui sont au maximum de leur vieillissement. Cette année, on a le témoignage de Monsieur Dauge. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre deux hommes, Monsieur Dauge d'une part et moi-même. Et à nous deux, lui a commencé le travail, moi je l'ai terminé. Et voilà, je pense qu'on a réalisé une des plus belles œuvres du cognac depuis quelques années, oui. Si on se projette maintenant, je dirais dans la suite du développement de la Maison Delamain, déjà en termes peut-être de produits, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années ? C'est à toujours avoir ce Palin Dry d'un côté et puis d'autres sélections avec la Pléiade ? Alors, la Pléiade, c'est un perpétuel renouvellement, hein, puisqu'à chaque fois, c'est la quantité d'un fût qui est mise en bouteille, et puis le fût qui suivra sur ces identités de l'eau sera un peu différent ou bien différent. À chaque fois, nous les sélectionnons, nous les mettons en bouteille, donc nous mettons garants, nous sommes garants de ce style de la main qu'on va pouvoir offrir à nos consommateurs. Donc Pléiade, c'est un perpétuel mouvement. C'est pour ça qu'on l'a mise en œuvre, puisqu'on s'est dit qu'à travers nos chais, il y a tellement d'eau de vie qui sont différentes. En fait, d'un côté, vous avez Palin Dry qui est le fruit d'un assemblage. Avec des eaux de vie toujours différentes, on va proposer au consommateur un produit qui lui semble toujours identique. Eh bien, on s'est dit à un moment donné que cette construction de Palin Dry, si on la faisait exploser et si on permettait à nos consommateurs de déguster chacune des eaux de vie qui peuvent constituer un assemblage, on pourrait peut-être les séduire et partager notre plaisir. D'accord. Et maintenant, en termes de développement de la maison dans son ensemble, aujourd'hui, quelles sont un peu les envies que vous avez, vous, en termes de développement, ou comment est-ce qu'on réfléchit à perpétuer ce savoir-faire, perpétuer l'histoire de la maison sur les 200 prochaines années ? Alors, perpétrer le savoir-faire de la maison, ça c'est une constante chez nous, puisqu'il y a des gens qui sont formés à ça. Le responsable eau de vie aujourd'hui, il y a 15 ans qu'il travaillait, enfin il a travaillé pendant 13 ans exactement avec son prédécesseur. Donc vous voyez, c'est pas du jour au lendemain. Donc les successions, elles sont pensées longtemps à l'avance. Souvent, elles sont annoncées au dernier moment, mais bon, c'est comme ça. On aime bien aussi surprendre, et puis il faut être vigilant avec toutes ces annonces, hein, puisque ça peut bouleverser les choses. Donc, on n'est pas inquiet pour l'avenir. Le prochain maître de chai exprimera probablement des envies, des souhaits, il les mettra en œuvre, mais il restera toujours dans ce fameux sillon.
je pense que j'aurais été le maître de chai de la gamme Pléiade, hein, amener des cognacs à plus fort degré. C'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude de proposer aux consommateurs. Sans aucun ajout, c'est aussi un travail de titan. Donc on est très très fiers. Bon, j'aurais peut-être été l'artisan de cette gamme Pléiade. Mon successeur sera l'artisan d'autre chose, d'une autre gamme ou d'autres envies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on restera toujours avec cet esprit de la main, cette curiosité. Les de la main sont des curieux et pour vivre leur curiosité, ils ont aussi fabriqué du cognac, mais ils ont toujours aimé le fabriquer de belle manière. D'accord. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore 2 questions. La première, c'est si tu ne devais retenir qu'une unique dégustation qui t'a marqué, laquelle serait-ce ? J'aimerais en sortir 2, mais la première, c'est lorsque je suis devenu maître de chai en 1992. J'ai fait l'inventaire du chai, je suis tombé sur une eau de vie de 1965 exactement, donc elle n'était pas très vieille. Et elle avait passé sa vie chez Delamain le long d'un mur pas facile d'accès. Et puis c'est une eau de vie qui avait été plus ou moins oubliée par mon prédécesseur parce que vraiment pas facile d'accès. Et je me suis dit que s'il l'avait oubliée pendant environ 25 ans, je pouvais peut-être l'oublier encore un certain nombre d'années. Et donc je l'ai ressorti pour ses 50 ans et ça c'est une des très très belles dégustations, découvertes vraiment quand j'ai fait cette expertise du stock en 1992, je suis tombé amoureux de cette eau de vie. Voilà. La deuxième, je pense que c'est vraiment sur ma fin de carrière, mais c'est témoignage de Monsieur Dauge quand j'ai rencontré les eaux de vie, on va dire produites par Monsieur Dauge et dont j'ai terminé le vieillissement. J'ai terminé la mise en œuvre, je vais employer un terme que peut-être je les ai de-lamanisées, hein, elles sont devenues complètement compatibles de la main. Lorsqu'on les a redégustées avec Monsieur Dauge et quand j'ai vu l'émotion qu'il avait dans les yeux, c'était merveilleux. Donc voilà, c'est 2 grands souvenirs de dégustation. Il y en aurait bien d'autres, hein, quand vous commencez votre métier, quand vous devenez maître de chai, vous avez l'autorisation d'aller déguster les Dames Jeanne pré-phylloxériques. C'est des grands moments, mais vraiment 65, c'était. En tout cas, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, quoi. Voilà. Une émotion. Et pour finir, dans ce rôle de gardien du chai chez Delamain, il y a une notion que je trouve centrale et passionnante, c'est celle de transmission. On l'a un peu évoqué en filigrane ces dernières minutes, mais tout au long de la carrière d'un maître de chai, il aura finalement veillé sur des cognacs élaborés avant son arrivée. Il en aura embouteillé certains, mais il aura aussi veillé sur des eaux de vie qu'il n'embouteillera jamais et qui le seront par son successeur. Comment est-ce on prépare cette transmission et comment on imagine cette transmission quand on est maître de chai chez Delamain ? La transmission, c'est un legs, hein, en fait. Alors on hérite de choses qui sont subtiles ou pas, qui ont des différentes qualités. Voilà, c'est un stock. Moi, j'ai été surpris à un moment quand j'ai commencé à utiliser les eaux de vie que j'avais mis en vieillissement. Donc ça, c'était un grand moment. Elles étaient toujours jeunes pour moi. Il y avait 30 ans que je les regardais, en fait. Ce legs d'eau de vie, en fait, moi, je me dis souvent, j'espère que mon successeur ou les successeurs dans les générations futures penseront que j'ai fait un bon travail, un bon job, quoi. On sélectionne, on les amènera pas au bout de leur vieillissement et on espère qu'elles seront magnifiques et qu'elles feront le bonheur des successeurs. Très bien. Bien. Merci Dominique pour ce très bel échange et ce beau témoignage. Merci. Et puis écoutez, pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes.
Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.